Aujourd'hui, c'est un retour de la domination du nomadisme dans l'idéologie. Oui, mais il suffit de lire Attali il suffit de lire Attali et de voir son projet de nomadisme. Quand on parle de capital apatride, on peut aussi parler de capital nomade, et on peut parler d'idéologie nomade généralisée, puisque le travailleur doit se déplacer en fonction des besoins du marché. Ce qui est d'ailleurs délirant d'un point de vue économique si on va jusqu'au bout, parce que ça marche dans les gens de 20-30 ans. On leur dit, bon, tu vas aller à Hong Kong, alors ils sont célibataires, ils sont pas mariés, ils sont très contents parce que c'est le début de la vie active, je voyage, c'est génial. Mais à 30 ans, ils rencontrent une femme, ils se marient, ils prennent un crédit sur un logement, ils ont des enfants qui scolarisent. Et après on lui dit, tiens, toi la femme, là tu vas partir à 800 km, toi le bonhomme tu vas rester ou pas, et puis les gosses qui suivent qui, et puis ils se sont fait des amis, ils étaient scolarisés. Le souhait de l'immense majorité des gens sur la terre entière, passé un certain âge, c'est de s'enraciner, c'est de pouvoir se faire construire une maison, trouver une femme, élever ses enfants, se construire un cercle d'amis, d'avoir des pratiques associatives, d'aller pêcher, et notamment au niveau anthropologique, de pouvoir fonctionner grâce à des rituels. C'est-à-dire que le nomadisme est une escroquerie anthropologique totale. Mais par contre, c'est une vision effectivement comment dirais-je, de capitaliste financier libéral, et qui vous vend un projet qui est le sien. C'est le type qui vous dit c'est comme les hommes politiques qui disaient à une époque, moi j'ai pas envie de prendre ma retraite, j'ai 70 ans, j'adore ce que je fais. Mais oui, mais si vous aviez travaillé avec un marteau-piqueur, vous auriez envie de prendre votre retraite, c'est pas le même boulot. Ou les femmes et les émancipées bourgeoises féministes qui disent, moi je me suis battue pour accéder au travail, et elle tient une librairie salon de thé. Mais si elle était caissière chez Champion, elle aimerait peut-être échapper au travail, parce que ça consiste, c'est pas le même travail. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut se retrouver assez proche de certains écologistes, parce qu'on est pour essayer de freiner cette fuite en avant de la croissance par le mondialisme et l'immigration, destructeur d'enracinement, de culture locale, de qualité de vie. Parce que moi, j'oppose aujourd'hui le pouvoir d'achat et la qualité de vie. La lutte, le combat pour le pouvoir d'achat est quelque chose qui admet tous les critères du libéralisme, etc. On peut imaginer même que le pouvoir d'achat progresse, c'est que la qualité de vie régresse. Ça dépend. Ce qui a impliqué comme mutation dans votre environnement et dans votre vie réelle, cette possibilité d'augmenter un peu votre pouvoir d'achat. Alors on voit très bien que depuis des années, la course au pouvoir d'achat, qui est la course en fait au point de croissance, en pensant que ça serait un peu redistribué, détruit notre qualité de vie par un environnement de plus en plus laid, de plus en plus brutal, des conditions de travail de plus en plus dures, etc. C'est-à-dire je crois que pour se battre contre l'ennemi, il faut aussi mettre en question ces critères. C'est les outils qu'il utilise, comme le PIB, comme la notion de tout réduire au pouvoir d'achat, c'est fondamental dans le combat. C'est-à-dire de voir que déjà d'accepter les armes de l'ennemi, c'est déjà être vaincu. C'est-à-dire qu'il faut les mettre en question. Moi je défends la qualité de vie. La qualité de vie passe pas forcément par 1 euro de plus de pouvoir d'achat. Des fois on peut même perdre un peu de pouvoir d'achat, mais si on change des choses, vous n'avez qu'à réfléchir concrètement dans la région. Qu'est-ce que ça peut dire à un moment donné? Dans les années 60, le pouvoir d'achat était beaucoup plus bas, mais pour beaucoup de gens des classes populaires, les conditions de vie étaient meilleures. Ils vivaient mieux. Oui, ils vivaient mieux. Et la preuve, c'est qu'un ouvrier pouvait faire vivre sa femme et ses 3 gosses avec un seul salaire. Aujourd'hui, c'est impossible. Dans une maison qui faisait quand même 100 mètres carrés et qui aujourd'hui est presque un luxe. Cette maison d'ouvrier d'il y a 20 ans, aujourd'hui n'est accessible qu'à la bourgeoisie moyenne supérieure. Donc ça veut dire quoi? Nous n'avons fait que régresser. Une question. Oui. Pour vous, quelle est la société idéale? Il n'y a pas de société idéale. Il y a lutter. Il y a un combat permanent contre le pire ou le moins pire. Et aujourd'hui, on veut nous emmener vers quelque chose que je crois carrément catastrophique, qui est orwellien, c'est-à-dire ce mondialisme généralisé, destruction de toutes les sociétés enracinées, destruction des régions. On le voit même avec la disparition des plaques minéralogiques, qui est un projet qui n'est pas innocent. C'est qu'on ne puisse plus identifier les gens par leur département d'origine. Ce qui est vraiment aussi une vision du monde. C'est la vision c'est Babylone, quoi. On voit très bien qu'il y a un projet de destruction. On le voit aussi même par les magasins quand on va au centre-ville. Il y a 20 ans au centre-ville, il y avait les magasins, des petites gens qu'on connaissait qui avaient leurs magasins, chez Madame Michu, etc. Aujourd'hui, ce sont des chaînes, on ne sait pas à qui elles appartiennent, qui sont les mêmes dans toutes les centres-villes de France. Blanc-bleu, naf-naf, je sais pas quoi, de la merde, du schmatos fait par les Chinois, c'est la réalité. Mais même à la limite, même nous, là, on se regarde, je peux faire n'importe quelle conférence dans n'importe quelle ville de France, je retrouve des types exactement habillés pareil. Il y a 30 ans, ou il y a 40 ans, je pouvais savoir si j'étais au Pays Basque ou en Bretagne. Aujourd'hui, et même cette salle, on est où là? C'est quoi cette géographie? C'est quoi cette architecture? Je pourrais être n'importe où dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on peut faire 10 heures d'avion, on arrive au Brésil, on voit marquer Carrefour, et on voit les mêmes gens avec les mêmes caddies acheter les mêmes produits. Pourquoi j'ai fait 10 000 kilomètres? Donc
Donc l'idée c'est quand même de défendre, et c'est là où on peut piéger les crétins de gauche sur leur terrain. Nous défendons les différences. Oui, vive la différence est en train de disparaître. Le métissage c'est la destruction de toutes les différences. Donc il faut, au nom du respect des différences, luttons contre le métissage comme projet imposé. Je dis pas le métissage comme aventure individuelle, j'ai rien contre. Au départ j'étais comme tu dirais gauchiste de base, c'est-à-dire les guignols, c'est rigolo, Le Pen facho, etc. Puis là, j'aiguise mon esprit critique, comme tu dirais. C'est d'ailleurs en faisant ça que je vous ai connu, c'est-à-dire en allant sur Dailymotion, vous voyez, je tapais Finkelkraut, arrêt sur l'image, machin comme ça, puis après, On a bien aidé, lui, ouais. Et effectivement, je commence à me rendre compte qu'il existe un paradoxe de la gauche, c'est-à-dire que la gauche, comme tu dirais, libérale du point de vue moral, c'est-à-dire que comme s'il y avait une... Elle s'appelle libertaire, hein, c'est ça qu'elle appelle libertaire. Elle est pour la liberté des mœurs. Ce qui veut dire en gros la désorganisation totale de la société, parce qu'en réalité cette désorganisation de la société favorise le marché. Parce que en réalité toutes les règles morales que nous avons sont des freins à la consommation, c'est-à-dire à l'acte d'achat gratuit, ce sont des respects de principes moraux qui tu n'achètes que ce que tu as gagné par ton travail. Or même la notion même de crédit qui a changé la société à partir des années 70, et ben c'est le fait qu'on peut acheter des choses qu'on payera plus tard. Donc c'est un intérêt, et ça induit des évolutions morales, qui notamment le surendettement et le fait qu'aujourd'hui les gens achètent sans argent et se posent pas la question de savoir comment ils payeront, et essayent de tricher, et après il y a même la contestation de la dette. On voit bien qu'on a démoralisé entre guillemets la société sous prétexte de lutter contre le moralisme bourgeois. On a démoralisé la société, ce qui veut dire qu'on lui a enlevé toute sa morale. Or la morale n'est pas uniquement que de l'interdit, comme l'avaient mal compris les 68 arts, c'est ce qui permet à un groupe humain de vivre ensemble. C'est le respect de règles communes qui sont en fait les conditions concrètes du respect des uns des autres. Le fait de tenir la porte à un vieux, de se lever pour laisser sa place à une femme enceinte, on voit que tout ça est en train d'être détruit, mais même de mettre son clignotant à droite quand on tourne à droite en voiture. Je ne vois plus personne mettre son clignotant, alors qu'on apprend pendant le colloque parce qu'on s'en fout des autres. Hein, et ça veut dire que aussi de plus en plus on voit des gens se faire écraser avec des délits de fuite systématiques. Il y en a 2 cette semaine de gosses qui se font écraser. Tout ça s'appelle la démoralisation complète de la société. Parce qu'en réalité, la société de consommation a besoin de cette démoralisation. Plus un homme est seul, un individu, plus il est seul, moins il a de structuration morale, moins il a de repères même familiaux, civilisationnels, plus il est livré à la consommation. Ce qu'on appelle la consommation pathologique de l'objet transitionnel, la consommation pulsionnelle, etc. Or, tout ça a été analysé par ceux qui font marcher le système. Parce qu'ils me contestent pour faire joli, mais tout ça a été théorisé, pensé par ceux qui contrôlent le système. Et donc en réalité, le but de cette société, c'est des individus semi-dépressifs, totalement isolés les uns des autres, parce qu'ils n'aiment pas même qu'on se regroupe, c'est emmerdant déjà de se regrouper, de discuter. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut plus fumer dans les cafés, il faut que les gens ne se restent tout seuls devant la télé, et qu'ils fassent exactement ce qu'on leur dit de faire, qu'ils soient un peu dépressifs, et pour ça, ils prennent un peu des tranquillisants, donc ils sont calmes, et ils consomment, parce que quand on est dépressif, on consomme. Hein, et puis quand on va remanger un yaourt dans le frigo, on s'achète une paire de godasses, on sait pas pourquoi, notamment les femmes. Vous voyez, allez, qu'est-ce qu'on fait le samedi? Avant on allait pêcher, ou on jouait aux cartes, ou on se voyait, ou on faisait des pratiques. Aujourd'hui, l'activité de loisir numéro 1, c'est la consommation. C'est pour ça que moi je suis contre l'ouverture des magasins le dimanche, parce que moi le dimanche on peut faire autre chose. C'est-à-dire que d'aller faire les magasins. Avant on faisait autre chose. La volonté de transgresser la morale bourgeoise des mecs de 68, qui avait une légitimité par rapport à une certaine bourgeoisie catholique assez chiante, etc. Et surtout qui avait toujours un sens individuel et littéraire. Il a toujours été normal de mettre un pétard sous le siège du curé, mais c'était un truc individuel. Dès lors que ça devient une idéologie de masse validée par le pouvoir, c'est plus pareil. Ce qui est très inquiétant, c'est les transgressions validées par le pouvoir. Comme Besancenot chez Drucker. Je suis pour toutes les transgressions individuelles. La loi est faite pour être transgressée individuellement. Mais la loi doit rester la loi. Et quand on la transgresse, on la transgresse. C'est pas pareil que de faire disparaître la loi, ou de créer une transgression qui devient la nouvelle loi. C'est-à-dire que, aujourd'hui, la mauvaise éducation est devenue l'éducation même des jeunes. C'est-à-dire qu'ils sont éduqués dans la mauvaise éducation. C'est pour ça que moi, un jeune transgressif aujourd'hui, il fait l'effort de parler correctement, de se tenir correctement, parce que c'est beaucoup plus rare, et c'est finalement beaucoup plus transgressif que de se comporter comme un porc. On disait à l'époque, d'ailleurs, quand j'étais jeune, comme un cow-boy, comme un acteur de film américain. C'est le mec qui roule les mécaniques, qui parle mal, qui mange un chewing-gum. C'était considéré à l'époque comme se comporter comme un plouc et un sauvage. C'est-à-dire qu'on avait déjà conscience que ça viendrait d'Amérique, les problèmes. Hein. On avait déjà intuitivement compris. Hein. Quand on voyait déjà leurs hommes politiques, on disait mais c'est des guignols, ils ont des chanteurs avec eux, il n'y a pas de contenu politique dans leur discours. Or en réalité c'était notre avenir tout ça. On l'imaginait comme une régression, et c'était notre avenir, on y est presque. En ce moment il y a une campagne aux États-Unis où il y a 3 candidats, ils se tirent la bourre comme trois chevals de course, on ne sait même pas quel est leur programme. C'est-à-dire qu'on a complètement caché le contenu de la politique
par le spectacle de la politique. Et en plus, quand on s'intéresse à leur programme, ils ont strictement le même, en politique économique et en politique étrangère. Et je parle de Obama aussi bien que Mike McCain. Hein. Il n'y a aucune différence. Donc c'est une escroquerie totale. Donc la plus grande démocratie du monde a réussi à faire une démocratie spectacle dont a été vidé tout contenu démocratique. Et nous sommes sur ce chemin-là. Alors moi je suis allé sur un site par hasard, je suis allé sur le site du Front National, c'était Front National Auvergne. Et je vois un petit article et je voyais quand c'était une grande marche islamique dans nos rues, enfin quelque chose comme ça. Bon bref, je regarde un peu l'article. En fait, il y avait eu un conflit entre quelques policiers et un jeune. Le jeune avait été donc tué vu qu'il y avait eu un conflit. Et il y avait 3 Fatma qui manifestaient dans la rue pour dire qu'ils n'étaient pas contents, quoi. Et oui. C'était sous-titré grande marche islamique. Alors je vois pas le rapport avec. Non, mais là on parle du sujet de l'Auvergne. D'abord en Auvergne, il y en a pas de problème d'immigration, parce que souvent c'est plus facile de fantasmer là où il y en a pas. Mais non, mais la question, là tu mets un doigt sur quelque chose. C'est qu'est-ce qui se passe en Hollande en ce moment et en Italie. Tu vois très bien qu'une certaine extrême droite qui était marginalisée pendant des années, d'un seul coup accède aux médias et à la respectabilité parce qu'ils montrent du doigt le danger islamique. Donc aujourd'hui, il y a une vraie tentation et un vrai piège, qui d'ailleurs fonctionne sur une réalité, c'est que l'extrême droite aujourd'hui, la voie royale qui lui est proposée pour retourner dans ce qu'on appelle l'arc républicain, c'est-à-dire soi-disant respectable, c'est de montrer les musulmans du doigt, c'est-à-dire les immigrés comme musulmans. Et ça cache 2 choses, c'est que, s'il y a beaucoup de musulmans en France, c'est qu'il y a beaucoup d'immigrés, et s'il y a beaucoup d'immigrés, c'est parce qu'on les a fait venir. Quand je dis on, c'est Chirac et Giscard. Et ils sont musulmans par ailleurs, parce qu'effectivement, ils viennent d'Afrique saharienne et subsaharienne. C'est-à-dire que c'est pas une invasion armée de musulmans qui ont un projet d'invasion. C'est nos bourgeoisies dominantes, déjà traîtres totales, qui s'appellent d'ailleurs, le regroupement familial, Giscard, etc., qui ont fait venir des travailleurs pour casser la solidarité ouvrière, faire baisser les prix des OS et des OSA, des OS2, etc. On sait pourquoi. Et il se trouve que par ailleurs, ces gens-là sont musulmans puisqu'ils viennent du Maghreb. Tu vois. Donc quand on remet le problème clairement, c'est déjà plus difficile d'être dans le fantasme et dans le délire. Des 2 côtés d'ailleurs, tu vois. Ce que j'ai dit moi aux gens d'origine maghrébine, c'est que vous avez vu la diabolisation de Le Pen. T'as vu la diabolisation de Dieudonné? C'est les mêmes qui l'ont faite. Et aujourd'hui, on voit très bien que le système diabolise les maghrébins. Ça devient, et même Charlie Hebdo, maintenant, c'est non au fascisme vert, au nom de la défense de la laïcité, non à l'intégrisme, c'est-à-dire que vous comprenez à votre tour ce que c'est que d'en prendre plein la gueule par le système. Parce qu'avant, ce qu'il ne faut pas oublier, en réalité, c'est que systématiquement, le français de souche avait tort face aux maghrébins, parce que le système était fait pour diaboliser le français de souche, parce qu'il fallait à tout prix valider une immigration qui avait été voulue par le patronat, et toute réaction de résistance, qui peut être une résistance sociale ou culturelle, et qui est anthropologiquement totalement fatale et légitime, était diabolisée comme un ignoble acte raciste, avec l'époque où on voyait le beauf de Cabu, qui était un français de souche en survêtement dans une barre HLM, qui avait un berger allemand, et qui était en réalité un ouvrier du parti qui votait communiste, mais qui déjà en soupçonnait qu'il allait voter Front National dans quelques années. Et qui est-ce qui a mis ça en place? Les gauchistes de Charlie Hebdo. Et aujourd'hui, ces mêmes gauchistes attaquent Dieudonné, font l'apologie des caricatures de Mahomet pour créer de la haine et de la tension avec les musulmans, parce que c'est quoi derrière? C'est la logique des néoconservateurs américains, c'est-à-dire c'est la logique de l'empire, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire c'est l'atlanto-libéralo-sionisme américain, etc. Et ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que nous faisons partie, nous, gens du Front National, et vous, Français, musulmans, je sais pas si c'est musulman, on s'en fout. Non mais c'est pas grave. On dira, vous, Français, arabo-musulmans, et nous, Front National, sommes diabolisés par le même système. C'est ça qui est intéressant. C'est que ça peut permettre de comprendre des choses. C'est-à-dire que toutes les saloperies qu'on raconte aujourd'hui sur les maghrébins de banlieue, sur les carchérisables, c'est les mêmes qu'on a racontées sur Le Pen. Et les gens du Front National. Et elles sont aussi fausses. Les vrais mecs qui détestent Le Pen, c'est les gauchistes français. C'est-à-dire c'est eux qui ont éduqué les types de banlieue via le réseau d'éducateurs trotskistes. En réalité, les types de banlieue, ils s'en foutent de Le Pen, ou pour eux, Le Pen c'est un Gaulois, ils disent ça ressemble à un leader de centre-gauche du Maghreb, Le Pen. Excuse-moi, Ben Ali, Le Pen à côté, c'est de gauche, tu vois. Donc de toute façon, dans l'imaginaire politique africain ou maghrébin, c'est un type de gauche, Le Pen, mais même d'extrême gauche, tu vois, parce que c'est pas des régimes très cool là-bas. Je veux dire, Le Pen, il défend quand même son pays, sa culture, dans le respect des autres. La nation française, c'est quand même une nation avec une conception de la citoyenneté, de l'assimilation qui est quand même très à gauche par rapport à la conception anglo-saxonne ou allemande, et la préférence nationale, ce qui est incroyable, c'est que j'étais obligé je me suis retrouvé en banlieue avec un type qui m'agitait sa carte d'identité française, qui disait Le Pen il veut me foutre dehors, la préférence nationale il veut me foutre dehors, mais je suis français. Là c'est là aussi tu vois la misère avec elle, je dis si t'es français la préférence nationale c'est pour toi. Et c'est même d'abord pour toi, parce que si tu peux pas avoir un logement ou un travail, c'est parce que n'importe quel sans-papier malien va te passer devant. Et toi, justement, tu dois te battre pour la préférence nationale, d'autant plus que tu es d'origine immigrée. C'est-à-dire que tu es le mec qui est le plus mis en concurrence avec les autres immigrés, sur le terme social. C'est-à-dire que les premiers qui devraient se battre pour la préférence nationale, ce devraient être les Français d'origine immigrée.
Parce que c'est eux que ça met le plus en danger. Or, comme ils sont manipulés par les éducateurs trotskistes, on les pousse à être solidaires des sans-papiers. Alors que les sans-papiers sont là pour leur piquer leur boulot, leur empêcher d'en trouver, et faire qu'ils seront toujours très mal payés. C'est une évidence. Le seul qui a défendu les régimes musulmans en politique étrangère, c'est-à-dire dans un pays, c'est lui. Il s'est opposé à la première guerre du Golfe et à la deuxième. Il est contre l'agression de l'Iran. Il dit même que le Hamas est légitime puisqu'il a été élu démocratiquement. En politique étrangère, Le Pen est pour les pays non alignés, puisqu'ils résistent à l'Empire. Mais c'est pas... On peut très bien ne pas être pour l'islamisation intégrale de la France, mais c'est parce que surtout on n'a même pas le droit d'en parler, c'est ça qui est dingue. Et pour défendre les musulmans, dans les pays musulmans. Et la position de Le Pen, elle est double. Elle est en fait, il voudrait que... Il défend une France, c'est vrai, chrétienne, etc., mais il défend les pays musulmans, là où ils sont, contre l'impérialisme américain systématiquement. Et c'est là où il y a aussi un énorme travail de diabolisation et de destruction, parce que la position de Le Pen est très respectable et très cohérente, même sur le plan de l'immigration, du racisme, etc. Elle est très saine, c'est une position de patriote français de gauche du début du siècle. C'est la position. Il serait même à la gauche de Jaurès aujourd'hui. C'est ça qui est incroyable, c'est à quel point la doxa droit de l'homiste, qui est une idéologie de la bêtise et qui est un obscurantisme, rend incompréhensible la position du Front National, parce que aujourd'hui on est dans le droit de l'homisme intégral et abstrait, c'est-à-dire que tout est traité de racisme. Et aujourd'hui on peut être même raciste, il n'y a pas de race d'ailleurs, officiellement il n'y a pas de race, mais on peut quand même être raciste, et on peut être raciste contre les homosexuels, contre les gros, c'est-à-dire qu'on est dans l'antiracisme abstrait, délirant. Et le problème c'est aussi de lutter contre la bêtise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la doxa officielle est d'un niveau de bêtise inouï. Et on se rend compte aujourd'hui que l'idéologie de gauche, son seul boulot, c'est d'empêcher aux gens de réfléchir et leur interdire de lire des livres pour se cultiver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la culture de gauche, c'est d'interdire de penser. C'est pour ça que la droite des valeurs a un intérêt. Parce que les vieux cons que j'aime bien du Front National de droite, qui ont lu tout ce qu'il fallait pas lire, les Bonald, les machins, les Domestre, etc., ils ont au moins une épaisseur culturelle que nous. Il n'y a pas plus bête qu'aujourd'hui qu'un intellectuel de gauche sartrien. C'est un crétin. C'est un crétin arrogant et c'est un fasciste. Et c'est un fasciste, parce qu'il me passe son temps à appeler la police et à appeler à la censure. Ce qu'il veut, c'est brûler des livres. En permanence, il appelle à l'autodafé. Tout le temps. Est-ce que le ne pourrait pas faire passer justement des valeurs anti-système dans son discours? Mais il le fait, mais il le fait. Il fait que ça. Mais il fait pas que stigmatiser l'islam, Le Pen, c'est pas vrai. C'est moi qui écrivais ces discours il y a quelques temps, il n'y avait pas un mot sur l'islam, excuse-moi. Non, c'est parce que aussi, tu crois, évidemment, Le Pen a une il faut aussi bien comprendre que beaucoup de petits Français ont peur. Et ils ont peur parce que la vie s'est beaucoup durcie en termes de délinquance, d'insécurité sociale, d'insécurité économique, etc. Ils voient une immigration massive, qui est systématiquement aidée par le pouvoir. Et eux sont systématiquement criminalisés de se plaindre. Donc, en réalité, ça crée effectivement des réactions affectives, de rejet. Et effectivement, moi le discours que je tiens est pas facile. Et on est en PACA, je trouve d'ailleurs que ça passe plutôt bien. Mais dans certaines salles à Nice et à Marseille, je me suis fait emmerder. Genre, allez, bougnoule, machin, etc. Mais il faut aussi comprendre ce que c'est qu'un pays colonisé à l'envers, tu vois, et trahi par ses propres élites. Il faut être capable de se mettre à la place de l'autre. Et quand tu te mets à la place de l'autre, tu te rends compte que les Français ne sont pas agressifs ou racistes. Ils ont peur, pour des raisons légitimes, de voir leurs conditions d'existence se dégrader totalement. Et l'immigration, ça fait peur. Et le métissage, de toute façon, ça fait peur à tout le monde. Parce que de toute façon, le métissage, c'est la violence. Dans toutes les sociétés métissées, il y a de la tension et de l'angoisse et de la violence. En réalité, je ne vois pas l'intérêt de personne au métissage. Et d'ailleurs, moi, je ne suis même pas pour le métissage des musulmans. Je veux dire, j'ai peur que les musulmans restent musulmans. Ça m'inquiète, cette espèce de melting pot mondialisé, où finalement, qu'est-ce que c'est qu'on nous propose? On sera tous dans la culture américaine de la sous-culture du R&B. C'est Diams pour tout le monde. Je veux dire, je revendique le droit que je sois français, musulman, que ça, veut dire que Diams, c'est de la merde. Voilà, tu vois. Je préfère Kalsoum à Diams. Tu vois ce que je veux dire? J'aime le monde arabe. Et je le vois détruit par la mondialisation aussi, tu vois. Et en France, ce n'est pas une invasion arabe que nous avons. C'est une destruction par la mondialisation de deux sociétés en même temps. Le vrai problème, c'est la délinquance. Et la délinquance, c'est quoi le modèle de la délinquance? C'est des survêtements américains, une attitude de noirs américains du ghetto, une culture libérale de gens mal élevés, mal parler aux personnes, etc. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'on stigmatise là-dedans, c'est pas quelque chose qui a à voir avec l'histoire du Maghreb ou l'histoire de l'islam. C'est quelque chose qui a à voir avec une société où la délinquance est favorisée. C'est-à-dire que, moi j'en ai parlé 10 fois, comment ça se fait qu'on a mis en avant
Joey Star de NTM pour nous montrer ce que c'était que les banlieues. 99% des mecs de banlieue, c'est pas Joey Star de NTM, c'est des mecs qui cherchent du boulot, qui aiment qui sont respectueux de leur maman, tu vois, qui respectent un peu des valeurs patriarcales qui sont très proches de nos valeurs de droite, etc. Pourquoi le système a mis NTM en avant? Un mec qui dit je nique ta mère. Oui, mais ça, faut arrêter aussi avec le hip-hop parce qu'il y a la stigmatisation sur le rap. Bah, si vous voulez, parce que la question, c'est qu'un Français de base qui voit Joey Star, qui est un drogué notoire, ça se voit, tu vois, le mec il est défoncé à la télé, qui insulte les gens, tu vois, et qui dit je nique ta mère. Comment tu veux ne pas inquiéter les Français en voyant un mec comme ça? C'est comme si toi tu vois un mec habillé avec un uniforme SS qui dit vive la race des seigneurs et on va éliminer tous les sémites. Je veux dire, forcément t'as la trouille. Je veux dire, pourquoi a-t-on fait venir systématiquement pour représenter les banlieues un type qui ne les représentait pas et qui les représentait si mal? Il y a une stratégie perverse. Si c'est toi que j'invite demain à la télé pour dire ben voilà ce que c'est qu'un Français qui a un père algérien et qui est aujourd'hui un Français issu de l'immigration maghrébine en France, il n'y a pas de problème. Politique à rappeler quelles sont les valeurs qui peuvent faire encore. Mais là tu parles d'éducation nationale, on est victime de ça. C'est-à-dire que aujourd'hui la France, chez le petit écolier qui apprend ce qu'on lui apprend, la France c'est la colonisation, la collaboration. C'est-à-dire que c'est une accumulation de saloperies, soi-disant. Voilà, et ce n'est que ça. Donc, alors qu'on avait des Français qui arrivaient d'un autre continent, qui sont d'une autre religion, c'est-à-dire que c'est plus difficile à assimiler qu'un Italien catholique, un Maghrébin musulman. Au lieu de redoubler dans le travail d'assimilation, parce qu'un pays, c'est aussi une mythologie partagée. Je veux dire, la réalité de l'histoire, c'est pour les élites, mais à un moment donné, il faut produire un peu du mythe fédérateur. Quand tu ne vends, c'est-à-dire que ces élites trotskistes, qui sont très responsables, c'est-à-dire ces éducateurs de gauche, n'ont vendu que la haine de la France et aux Français récents. Aujourd'hui, la haine de soi, qui est un concept très employé par nos amis, c'est pour vous, monsieur, que je dis, on est éduqué dans la haine de soi obligatoire. C'est-à-dire que être France, il y a des gens qui vont dire, regarde, c'est les fachos, t'as vu leur drapeau, c'est des drapeaux français. Pour eux, le drapeau français dans une manif, c'est des drapeaux de fachos. Je rappelle que le Maghreb a été colonisé par les arabo-musulmans et qu'au départ, c'est un pays qui n'est pas arabo-musulman. Donc là, les Français n'ont pas inventé la colonisation. Et je dirais à Ouria Boutelja, que j'ai croisé à la télé, quelle est la preuve de la réussite totale de la colonisation. Car sans la colonisation, cette petite Algérienne serait aujourd'hui tatouée en bleu sur le front, dans un bled de moyenne montagne. Elle aurait déjà été, si gosse, elle aurait été mariée de force, qui est normal dans une société patriarcale traditionnelle, elle aurait déjà 6 gosses, et elle fermerait sa gueule. C'est grâce à la colonisation et à la France qu'elle peut être une révolutionnaire anti-française haineuse. Bah oui, c'est-à-dire, bien sûr. Pour la bienvenue de la colonisation. Mais bien, bah, c'est la preuve là, c'est bien fait. Bah, si tu serais pas là, tu serais pas là. Ah non, si je serais là parce que oui. La colonisation. Toute l'histoire du monde, on va aller plus loin dans le raisonnement, toute l'histoire du monde n'est qu'une histoire de colonisation. Toute l'histoire du monde, la colonisation n'a pas commencé avec la colonisation française. Je veux dire, les Romains nous ont colonisés, ici il y a des ruines de nos anciens colons. Est-ce qu'on demande des réparations à Rome parce qu'ils nous ont colonisés? Ils nous ont tué des millions de gens. La guerre des Gaules, tu vois, et on a des vestiges. Et alors nous sommes devenus des gallo-romains. Et c'est pas si mal. Et puis après on a accepté une religion sémitique qui s'appelle le christianisme, qui est devenue la religion de l'Empire. C'est-à-dire que nous sommes des gallo-romains, helléno-chrétiens. On est un métissage réussi, parce que cohérent, lent, accepté, etc. Toute l'histoire du monde, ce sont des formes et des transformations, mais à un rythme contrôlé. Aujourd'hui, dans une période dangereuse, c'est une période d'accélération de transformation à une vitesse qui n'a jamais existé dans l'histoire du monde. Donc moi je ne suis pas pour l'identité comme le plus lointain passé, parce que je pense que les identitaires sont dans une aporie philosophique. Et une identité qui se pense comme hier et uniquement hier, c'est une identité qui est morte, et qui a peur de ne plus exister. En réalité, l'identité c'est un équilibre entre l'hier et demain, un projet et un héritage. Donc il fait partie moi je suis un identitaire français, et je reproche aux identitaires qui sont mes camarades et mes rivaux, des identitaires anglo-saxons et des identitaires allemands. Moi je suis un identitaire français, j'ai une conception française de l'identité. Et l'identité française, c'est ce que nous étions hier, ce que nous allons devenir demain. Elle ne gère pas, elle nie des problèmes. C'est-à-dire, l'identité n'existe pas, la race n'existe pas, le sang n'existe pas. Tout ça, c'est des colères de crétins. Or, en réalité, l'anthropologie nous dit que tout ça existe et il n'existe même que ça. Et que faire, et de dire, en gros, il faut le gérer. Or, nous sommes dans une période d'accélération incroyable de l'histoire, et surtout, le projet n'est pas la fraternité et l'amour, etc. C'est le pognon. Et aujourd'hui, on est effectivement dans une période accélérée de destruction de la France, de montée des haines communautaires, avec un système qui nie que le problème existe et qui dit que quiconque
se pose la question est déjà un délinquant. Comme ça qui vous disent, essayez de comprendre l'antisémitisme, c'est déjà de l'antisémitisme. C'est la version officielle aujourd'hui. Eh ben non, on doit tout essayer de comprendre et d'expliquer si on veut échapper au problème. Donc moi, c'est pas dire le racisme n'existe pas car c'est une laideur. C'est-à-dire, effectivement, il y a des tensions raciales en France parce qu'il y a eu des mutations démographiques, etc. Comment s'en sortir et comment sauver la France et surtout comment faire que la France en sorte grandie plutôt que détruite ou diminuée. C'est pas parce que tu peux pas définir totalement le moment où on passe du jaune au orange qu'il n'y a pas de couleur. C'est pas parce que tu peux pas dire à quel moment on passe du ré au mi qu'il n'y a pas de notes. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des notes, il y a des couleurs, or il n'y a aucune frontière absolue dans rien. Tu vois, quand on a une culture philosophique. Donc c'est pas parce que entre le blanc, d'ailleurs le blanc arien et le blanc sémite, il n'y a pas de rupture totale, qu'il n'y a pas non plus des races. Les races existent, mais on va pas, tu vois, on n'a pas découvert la lune. Ça existe chez les chiens et chez les hommes. Et d'ailleurs, les races existent, ils font partie de la même espèce et ils peuvent se croiser entre eux. C'est-à-dire, même espèce, races différentes, et diversité et richesse. Hein, il y a des teckels et il y a des bergers allemands. Et aujourd'hui, on est dans une idéologie journaliste qui dit non, il n'y a pas de race de chiens, non, ils sont tous pareils. Ben non, là, il y a un chihuahua et un berger allemand. Non, vous avez mal vu. Et on t'emmène au tribunal, tu vois. On en est là, tu vois. La bêtise de la doxa officielle est une catastrophe. Voilà. On y revient, Besancenot, Krivine qui dit oui, il faudrait qu'il y ait plus de beurre, de blacks et de femmes en politique. Est-ce que un Malien, un Antillais et je sais pas quoi, un Achanti ont envie qu'on les traite de blacks? C'est comme de dire les blancs et on mettrait les Belges, les Portugais, les Allemands dedans. C'est un mépris racial intégral. Or, en fait, ces gens-là sont des racistes. C'est ça que je dis. Parce que moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un black et un beurre. Je pense pas qu'un Algérien, c'est la même chose qu'un Tunisien, et c'est la même chose qu'un Marocain. Je pense qu'il y a des Algériens qui sont des berbères islamophobes, qui aiment pas qu'on les prenne pour des bougnoules, tu vois, qui pensent pas ce sont pas des musulmans, ils sont berbères arabophobes, tu vois, c'est très compliqué. Or, cette vision d'extrême gauche est une vision raciste à l'envers. Pour eux, il y a les blacks, les beurs, tu vois, et puis même après, tu vois, c'est n'importe quoi. Et finalement, quand on voit les éducateurs de l'éducation nationale depuis 30 ans, moi je serais un beurre de banlieue. Je vois un gauchiste français à cheveux longs, trotskiste, arriver m'expliquer la vie, à part avoir envie de mettre mon poing dans la gueule. Je veux dire, que quelque part, que les mecs de banlieue n'aiment pas la France qu'on leur vend aujourd'hui, c'est plutôt ça, parce que cette France qu'ils n'aiment pas, je ne l'aime pas non plus. C'est la France de Bernard-Henri Lévy, je ne l'aime pas non plus. Je veux dire, la France de Besançon, je ne l'aime pas non plus. Donc comment on est d'accord sur une chose avec les mecs de banlieue, c'est que la France qu'on nous vend, on ne l'aime pas ni les uns ni les autres. Et quelque part, les manifs du CPE où il y avait les mecs de banlieue qui ont tapé sur les petits cons qui manifestaient et qui bolossaient, c'est-à-dire ils s'appelaient ça le bolo, ça veut dire bourgeois lopette. Que le mec de banlieue se tape le bourgeois lopette, ça s'appelle de la lutte des classes, c'est l'instinct du rapport de classe. C'est-à-dire qu'ils avaient compris que ces mecs-là n'étaient pas de leur monde et qu'ils les manipulaient à leur insu. Et les autres disaient, mais on est avec vous les gars, pourquoi vous nous tapez, on est des antiracistes. Oui, on en a rien à foutre des antiracistes professionnels. Vous êtes des petits bourgeois du centre-ville qui manipulaient des mecs de banlieue qui ne connaissaient pas, allez vous faire foutre. Et moi j'étais très content de voir effectivement le bolossage des petits cons du CPE, tu vois. C'est bon, tout ça quelque part bon signe, tu vois. C'est que les manifs sont en train de craquer. C'était le mot de la fin. D'ailleurs, en parlant d'association, j'aimerais en savoir plus sur égalité et réconciliation. Bah ça c'est notre petite association à nous. Bah nous on essaye de fédérer des gens transcourants, parce qu'on est sur cette logique transcourant, qui ne viennent pas de l'extrême droite ou de nulle part, mais qui sont d'accord sur notre vision des choses. Et on essaye en fait d'en faire effectivement un réseau de pensée, de solidarité, un club comme ça existait avant la Révolution. Pour l'instant on a 800 personnes qui nous ont rejoints en 1 an, ce qui est pas si mal. Et on essaye de faire de la formation, de la solidarité, etc. Et ça marche pas mal.